Donc Céline Fontana, enchantée, moi je suis la responsable du pôle bâtiment durable de GSE, que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce matin avec Célia. Donc je suis très contente de pouvoir animer cette dernière table ronde. Les tables rondes ont été toutes très riches, donc on va essayer d'être à la hauteur pour cette dernière. Et on a avec nous 3 super intervenants qui vont nous permettre d'aborder à la fois le côté académique, à la fois le côté monde de l'entreprise, comme vous l'avez eu tout au long de la journée. Donc le thème de cette table ronde: comment organiser le travail et du coup, quel business model et management pour ça. Donc, je vais laisser les 3 intervenants se présenter et peut-être on va commencer avec le monde académique et donc avec Guillaume. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Guillaume Doval, enseignant-chercheur à l'Hydrac Business School et j'ai fait ma thèse sur les business models à l'IAE de Lille il y a 6 ans maintenant. Je commence à me faire un peu vieux. Merci. Et ensuite, donc, je me tourne de ce côté. Vous êtes répartis en plus. Je me tourne de ce côté. On a la chance d'avoir avec nous 2 personnes qui représentent des entreprises très différentes, avec des maturités très différentes. Mais vous allez voir que les sujets et les enjeux se rejoignent, ce qui va être super intéressant de voir avec des niveaux différents. Evelyne, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Emeline Baillet, je suis chargée des partenariats chez Cortex Media. Cortex Media, c'est une entreprise qui a été créée en 2020 et donc c'est une jeune entreprise qui est un média qui rend accessible l'information, la culture et l'éducation de manière la plus universelle possible. Donc on essaye de rendre accessibles toutes ces informations à tous et en particulier aux personnes en situation de handicap, mais avec une approche universelle. Donc Eric Boel, je m'occupe des tissages de charlieu et de nouvelles fibres textiles et on essaye de prouver qu'on est capable de produire en France des textiles accessibles au plus grand nombre, créatifs, circulaires, décarbonés et qui contribuent à créer des emplois industriels dans notre pays. Beau programme, on a hâte d'en savoir plus. Donc, on va commencer par un premier éclairage académique. Donc, Guillaume, tu as dit que tu travaillais sur toute la partie business model, innovant, question de durabilité, etc. La première question, c'est pourquoi et comment est-ce qu'on doit travailler sur des questions de durabilité quand on imagine des nouveaux modèles d'affaires aujourd'hui ? Alors, la question du pourquoi, je pense qu'on nous le rappelle un peu tous les jours, enfin pas assez même selon certains, mais on est quand même face à une urgence climatique et sociétale, et donc notre rôle à nous, en tout cas enseignants-chercheurs qui avons un public de futurs managers, de futurs créateurs d'entreprises, c'est aussi de les sensibiliser sur les potentialités de création de valeur durable. Alors c'est des sujets complexes. Moi dans mes recherches, j'étudie principalement, je viens du Nord, donc j'ai étudié beaucoup la grande distribution. Donc je suis dans une chaire avec des acteurs comme Leroy Merlin, Boulanger, etc. Et donc on a étudié toute la manière dont ces acteurs-là ont essayé de changer de modèle. Ils avaient un modèle qui est basé sur une logique de volume, et donc du coup forcément quand ils ont fait pour la première fois leur empreinte carbone, ça leur a fait un peu bizarre leur scope 3 sur les produits, et donc du coup on a vu qu'il y avait beaucoup de bonne volonté, surtout de la part des managers intermédiaires, des cadres supérieurs, mais derrière beaucoup de paradoxes vécus dans les organisations, de dire ok, on me demande d'augmenter le chiffre d'affaires et donc en même temps de baisser l'empreinte carbone, c'est un peu compliqué pour moi, et donc du coup on a mis en avant la nécessité à la fois de faire en sorte que les actionnaires, donc ces entreprises actionnariat familial, que l'actionnariat familial accepte certaines pertes de valeur à court terme pour gagner à long terme. Mais ça, c'est un vrai combat qui est difficile. Et surtout, le deuxième plan, et c'est là qui est intéressant, c'est que ce qui peut faire bouger, ça va être toute la transformation, pas juste de l'entreprise, mais de l'écosystème, de ses partenaires, comment on va travailler avec des nouvelles parties prenantes. Et donc du coup, nous, notre rôle, c'est d'étudier ces transformations. On n'est pas des consultants, mais c'est d'étudier, d'essayer de comprendre pour faire en sorte qu'on arrive à les redistribuer quand on arrive face aux étudiants. Ou alors d'autres entreprises. Avec un collègue, on a étudié le modèle du fourgon. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise qui livre à domicile des produits où tout est consigné en fait. Et donc du coup, là, c'est pas la même problématique puisque c'est une start-up, donc elle n'a rien à détruire. Elle conçoit... elle est green, native green, et donc du coup c'est plus simple. Mais par contre,
elle doit aller contre toutes les habitudes des clients et tout le fait que l'écosystème soit lié au recyclage, et avec beaucoup de lobbies institutionnels des acteurs plus traditionnels qui ont tout un intérêt à ce qu'on continue à faire comme ça. Donc voilà le pourquoi et le comment on essaye de le faire, et surtout la finalité, c'est pas nous qui allons faire en sorte que les acteurs changent, c'est les acteurs eux-mêmes, et tant mieux. Mais par contre, nous, c'est d'essayer de comprendre les difficultés auxquelles ils vont faire face et de faire en sorte qu'on arrive à inculquer ça à nos étudiants pour qu'eux-mêmes puissent agir comme acteurs de changement quand ils vont intégrer les entreprises. Intéressant, merci. Et du coup, justement, quand on parle des entreprises, je me tourne vers toi maintenant. Tu parlais d'économie circulaire. C'est vrai qu'on parle souvent d'économie linéaire versus l'économie circulaire. Comment est-ce que l'économie circulaire a été mise en place dans les tissages de Charlieu, et comment ça a pu permettre justement de façon pratico-pratique de changer ces business models, peut-être d'impliquer plus les parties prenantes comme tu l'expliquais? Par rapport à ce que tu disais, je donne juste quelques chiffres, là je ne réponds pas tout à fait à ta question. En 2023, au tissage de Charlieu, donc on a signé des contrats où on a récupéré le marché des sacs de caisse de supermarchés, d'Auchan et de Système U, qui étaient faits en polypropylène, fabriqués au Vietnam, et qui sont maintenant fabriqués chez nous, tissés et confectionnés chez nous avec des robots qu'on a mis au point avec des partenaires. Et en 2023, recyclés et recyclables, on a créé 70 emplois et économisé 70 000 tonnes de CO2. 70 000 tonnes de CO2 versus les sacs en polypropylène fabriqués en Asie. Donc, ça veut dire quoi? On a économisé 1000 tonnes de CO2 par emploi créé. Donc c'est possible de faire de l'économie circulaire, de créer des emplois locaux, de relocaliser, d'économiser du carbone, et de faire du chiffre d'affaires avec un sac. C'est pas du tout théorique, ce que je dis, c'est hyper pratique. Ils sont plus chers parce qu'ils sont fabriqués en France, et malgré tout, donc Auchan vend 3 fois moins parce qu'ils valent 3 fois plus cher, c'est mécanique, mais comme il les vend 3 fois plus cher, il fait le même chiffre d'affaires et autant de marge. Et donc on en vend moins, on consomme moins mais mieux, et même au niveau consommateur, il y a un impact bénéfique. Donc, en fait, je me permets juste de dire ça, il faut qu'on se dise, c'est possible. C'est possible. Il y a des modèles qui existent, qu'on peut véritablement mettre en œuvre. Ça, c'est des preuves très concrètes, qu'on peut arriver à tout concilier. C'est-à-dire l'économie, l'écologie, une finalité humanisante de l'entreprise et de la société, et l'économie circulaire, mais on en parlera peut-être plus en détail dans quelques minutes, peut vraiment être un support remarquable pour ça. Et donc toi, Emeline, donc c'est vrai qu'on parlait des parties prenantes aussi ici. Dans le média Cortex Média, vous faites aussi beaucoup appel à des parties prenantes différentes. Par exemple, effectivement, vous avez des relations privilégiées, vous faites intervenir des fois des médecins, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce côté-là ? Oui, alors effectivement, on travaille énormément avec les parties prenantes, quelles qu'elles soient, et j'ai envie de dire dès même la création de Cortex Média, parce que en fait Benjamin Laurent, le directeur de Cortex Média, à l'origine est réalisateur, et il était amené à réaliser des tournages auprès de personnes en situation de handicap, auprès de familles concernées par le handicap, et un même sujet revenait toujours, c'était on n'a pas accès à la bonne information, on n'a pas accès à l'éducation comme tout le monde, ni à la culture. Et de là est partie cette idée de créer Cortex Média, un média qui rend accessible l'information, la culture et l'éducation à tous. Donc déjà là, la création de Cortex Média intégrait la relation avec les parties prenantes. Après, même au sein de l'organisation interne de Cortex Média, je dirais, on intègre également des personnes concernées directement par le handicap. Je dirais que là, au sein de notre équipe, plusieurs personnes sont concernées, et
je citerai par exemple la numéro 2 de Cortex Media, cofondatrice, qui a été en situation qui est toujours en situation de handicap et qui a été arrêtée pendant 15 ans pour invalidité, qui n'a pas travaillé pendant 15 ans et qui aujourd'hui est rédactrice en chef de Cortex Media et pour qui ça se passe très bien et même j'ai envie de dire la réintégration dans la vie professionnelle l'a beaucoup aidée parce qu'elle a retrouvé du contact social quotidien. Voilà, donc l'intégration des personnes concernées directement au sein même de l'entreprise aide beaucoup. Et enfin, on travaille avec des partenaires qui sont des parties prenantes de tous nos projets. On travaille par exemple avec des ESAT. Les ESAT, c'est des établissements, l'acronyme exact, des établissements de services et d'accompagnement par le travail, qui sont aujourd'hui qualifiés d'IME. Ces établissements-là, ils accueillent des personnes en situation de handicap pour les aider à une réinsertion ou une insertion dans le monde professionnel. Et on travaille avec l'un d'eux à Périgueux, qui a la qualification FALC. FALC, ça veut dire facile à lire et à comprendre. Donc c'est une forme de mise en accessibilité du texte. Et grâce à eux, on peut rendre accessibles certains de nos textes, notamment à destination des scolaires. On a réécrit beaucoup de livres, comme par exemple Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons, Hansel et Gretel, grâce à cet ESAT. Donc ce sont des personnes handicapées directement, en situation de handicap directement, qui intègrent cette mise en accessibilité des textes. Donc elles sont elles-mêmes directement concernées et c'est d'autant plus gage de fiabilité quant à la technique de mise en accessibilité de nos textes, parce qu'elles-mêmes le comprennent pour le rendre accessible. Et voilà. Merci, ça résonne complètement avec ce que tu disais. Et effectivement, une entreprise qui soit humaine et qui prenne en compte aussi les qualités de chacun. Ok, alors si on revient justement sur la partie économie circulaire, vous en avez tous les deux parlé, tu as aussi travaillé sur ce modèle-là. Pourquoi, selon vous, ce type de modèle d'affaires peut être une réponse face aux enjeux sociaux, environnementaux actuels ? Est-ce que tu veux commencer ? Merci. Alors déjà, ça peut être une réponse que dans la logique de modèle circulaire, il y a bien le fait de dépasser le modèle linéaire dans lequel la production et la consommation, en fait, ça sert à détruire. Par contre, ce qu'on voit quand même dans la recherche, c'est... Alors les modèles circulaires, ils sont extraordinairement bien. Le principal problème pour moi, si on prend l'angle business model, c'est dans la dynamique des business models d'un secteur. C'est qu'en fait, sans l'intervention des pouvoirs publics, à mon avis, extrêmement dure, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura plein d'initiatives, comme la vôtre, qui est extraordinaire, mais en fait, si c'est pas soutenu, si on prend le textile ou autre, il faut combien d'asphalte pour que en fait, ça compense Shein et Primark. En fait, ça peut pas marcher comme ça. Il y avait un article récent qui était sorti sur les business models circulaires, justement, qui dit en fait, entre la paralysie et l'utopie, et finalement ce qui se passe, c'est que la plupart des grands acteurs continuent à faire business as usual. Les startups qui se lancent, etc., en fait, elles sont dans l'utopie, mais en fait, elles se retrouvent paralysées. Et par exemple, ils ont sorti un chiffre qui, pour moi, c'est là que ça m'a vraiment frappé, en me disant, mais c'est quand même... En fait, on peut faire tout ce qu'on veut, mais tant qu'il n'y aura pas de réglementation. Je dis, regardez... sur les dernières années, sur le plastique, il y a eu plein de nouveaux business models circulaires sur l'usage du plastique. Donc c'est super, on pourrait se dire trop bien. Mais par contre, dans le même temps, la consommation de plastique mondiale n'a pas diminué, elle a augmenté. Donc en fait, on a plus de types de business models circulaires pour faire des économies de plastique, mais on a une consommation de plastique qui augmente annuellement. Donc en fait, la question n'est pas est-ce que les business models circulaires fonctionnent, c'est oui. Par contre, comment on fait pour que ces business models circulaires-là, plutôt qu'être des marchés hyper de niche, en fait, ça devienne les business models mainstream des secteurs. Et là, pour moi, on ne peut pas juste être sur de la dynamique entrepreneuriale et dire voilà, il faut de la bonne volonté, le libre marché, chacun fait ce qu'il veut. S'il n'y a pas des règles du jeu qui sont un peu plus strictes pour faire en sorte que les acteurs qui ont envie de bien faire, ils soient aidés, ils soient épaulés,
et que les entreprises qui font n'importe quoi, leurs externalités négatives, c'est pas juste c'est pas grave, c'est tant pis. Non, une externalité négative, on la paye. Et comme ça, en fait, on arrive pour que le consommateur, quand il est face au linéaire en rayon, en fait, on intègre ça. Et à mon avis, de ce que là, je n'ai pas envie d'être pessimiste et tout, mais si on fait pas ça, en fait, on pourra jamais avancer sur vraiment une mise à l'échelle vraiment forte des business models circulaires. Merci. Et pour faire le lien, du coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi dans l'entreprise? Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ce système d'économie circulaire? Et qu'est-ce qui a fait que ça a marché chez vous et que peut-être ça va inspirer d'autres? Alors, on a réussi, je dirais pas ça, on commence et ce qui est important, c'est pas le but, c'est le chemin. Et c'est un beau chemin. Et c'est très intéressant ce que tu viens de dire, et je vais y répondre et donner me semble-t-il, des voies extrêmement prometteuses. Déjà, des chiffres. Alors, il doit y avoir plein de scientifiques ici, donc vous me contredirez si je dis des conneries. A priori, il m'a jamais contredit. Donc bon. Et, comme vous le savez, le jour du dépassement, de la planète, c'est à peu près le 1er août, 60% de l'année, le jour où on a dépassé la capacité de notre planète à fournir l'humanité en matière vierge. Or, et ça c'est un chiffre peu connu, l'extraction et la transformation des matières premières vierges, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre, donc y compris l'énergie, y compris le pétrole, etc., et 90% de la perte de biodiversité. Donc c'est vraiment colossal, 90% de la perte de biodiversité. Or, l'économie linéaire, c'est 97% de l'économie mondiale. Or, d'après le calcul du jour du dépassement, ça devrait être 60% de l'économie mondiale. C'est 97%. Donc, l'économie circulaire, qu'on voit comme quelque chose qui est plutôt bien, qui va dans le bon sens, etc., c'est pas une option. C'est vraiment mathématique. On ne peut pas faire autrement. Exemple du textile. Étude Cycleco, cabinet de notoriété européenne, paru dans Sustainability, article validé par un comité scientifique. En France, l'étude porte sur l'empreinte carbone de la filière textile française. Bon, française européenne, occidentale, c'est à peu près pareil. 97% de ce qu'on consomme est importé. Chaque kilo de textile que nous consommons génère en moyenne 56 kg de CO2. Et si on le produit en France, on divise par 2, c'est 56 kg. Si on diffuse en circuit court, on divise par 4. Et si en plus on utilise de la matière recyclée, on divise par 10. Alors divisé par 10, on dit c'est bien, mais on est perdu avec tous ces chiffres. Divisé par 10. On a fait le calcul, si tous les secteurs atteignaient ce divisé par 10, qu'est-ce que ça ferait? En 2023, l'activité humaine a généré 40 gigatonnes de CO2. Divisé par 10, 4 gigatonnes. 4 gigatonnes, on est à la deuxième moitié du 19e siècle, avant l'ère pétrolière. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. En fait, c'est d'une puissance dingue. C'est-à-dire qu'on va bien au-delà des accords de Paris. Et donc, ce sujet de l'économie circulaire est un moyen d'action qui est puissant, non seulement au niveau environnemental, mais comme on l'a vu au niveau social, etc. etc. Bien d'accord avec ce que dit Guillaume, ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir un point d'appui important. Qu'est-ce qui se passe dans nos pays d'un point de vue politique? C'est-à-dire que le monde politique, évidemment, est sensible à ça, peut-être plus particulièrement en Europe. On a un principe que tout le monde connaît, qui est le principe du pollueur-payeur. Ce principe du pollueur-payeur, donc les marques, dans l'habillement, mais dans tous les secteurs d'activité, payent une éco-contribution pour qu'on gère la fin de vie. Mais si on réfléchit bien, je produis un truc pourri dans des mauvaises conditions. Je paye mon éco-contribution, je m'affranchis de la gestion de la fin de vie. Point barre. Est-ce que c'est logique de faire juste ça?
est-ce que cette réglementation du pollueur-payeur avec les éco-organismes dont vous avez tous entendu parler, il ne faut pas qu'on ripe vers un système du pollueur stimulateur d'un système industriel et économique vertueux, circulaire. C'est-à-dire qu'on fasse non pas des produits qui sont faits dans des conditions qui sont socialement et environnementalement pas responsables, mais qu'on utilise cet argent, pas uniquement pour gérer la fin de vie, mais pour stimuler des systèmes qui sont bénéfiques. Une économie qui est plus circulaire, plus régénérative, etc., etc. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Vous avez tous entendu parler également du projet de loi fast fashion, ultra fast fashion. Ça vous parle les uns et les autres? Donc contre Chine et Temu et compagnie. Donc là, si elle se met en œuvre, et là on est vraiment au bout en France, on espère vraiment qu'elle va arriver, on va taxer les produits de Chine, de Temu, etc. Ces produits-là, on a fait le calcul que si cette loi est mise en œuvre avec les taux de taxation qui sont prévus, on va tripler le budget de notre éco-organisme. Donc véritablement alimenter la capacité de passer à une échelle industrielle sur l'économie circulaire. Il est évident, et l'économie circulaire, il y a quelque chose, tu m'arrêtes si je suis trop bavard, il y a quelque chose qui est d'une puissance qui dépasse tout ce que je suis en train de vous dire. C'est un facteur de lien incroyable. C'est-à-dire que dans les projets qu'on a mis en œuvre, on a peut-être une centaine d'entreprises qui travaillaient avec nous, des gens qui ne se parlaient pas, ne travaillaient pas ensemble. La grande distribution, qui ne parle pas nécessairement aux PME locales, en tout cas dans le textile, les PME qui ne parlent pas à l'économie sociale et solidaire, les distributions qui aujourd'hui textile qui fabrique tout en Asie et plus rien en Europe. Donc il y a vraiment un fossé entre l'industrie textile française et la distribution textile française. En fait, chacun est dans son couloir de nage et ne regarde pas ce qui se passe dans le couloir de nage de celui d'à côté. Et bien cette économie circulaire, elle est facteur de lien. Elle ne fonctionnera que si on est en lien les uns avec les autres, mais elle crée du lien. Je vais vous donner juste un exemple de dingue. On crée une unité qui s'appelle Nouvelle Fibre Textile qui, après un premier tri dans l'économie sociale et solidaire, où on va sortir la crème, c'est-à-dire ce qui est réemployable, on va évacuer ce qui est souillé, ce qui peut pas être recyclé, etc. Et le reste, au lieu de l'envoyer en Afrique, on peut le garder sur cette unité pour trier automatiquement par composition, par couleur et enlever les boutons, les braguettes et tout ça et en faire de la matière exploitable dans les différents secteurs d'activité utilisateurs de fibres textiles. Bref, c'est nouveau, ça n'existe pas nulle part au monde. C'est pourtant assez simple, mais vraiment ça n'existe pas. On est associé avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire et on va voir Andritz-Laroche, à côté de chez nous, leader mondial des machines textiles d'effilochage, de recyclage. Et ça vient d'être acheté par une multinationale autrichienne, 30 000 salariés, cotée en bourse. Donc évidemment, on peut imaginer qu'une société cotée en bourse, elle est un peu financiarisée, que c'est en bas à droite, le truc qui compte, c'est surtout ça qui est le driver. Et on leur explique notre projet, très intégratif, avec tout ce qu'on a déjà commencé à faire, etc. Et en leur disant, on a besoin d'un coup de main pour les machines, etc. Donc le jeune de 45 ans qui venait d'être bombardé directeur de cette unité, il nous regarde en disant, enfin bon, on n'est pas là pour faire des prix, quoi. On est là pour vendre des machines. Enfin bon, il nous a presque un peu éconduit. Et gentiment. Et puis 3 semaines après, il nous rappelle, et on va le voir, et il nous dit, on en a parlé avec notre conseil d'administration en Autriche, on vous met à disposition le matériel gracieusement. Pareil avec les gens qui ont fait du tri optique qui s'appelle Pellinck, qui sont en France. C'est pas normal qu'ils existent. Et ben cette économie circulaire, elle crée quelque chose
qui est particulier parce qu'on a tous le sentiment qu'effectivement, il y a un besoin profond, peut-être en particulier dans notre secteur du textile, qui est emblématique de tous les effets pervers de notre système mondialisé, hyper numérisé, hyper financiarisé, fragmenté, déshumanisé, etc. En fait, où le seul driver, c'est de se dire, c'est la loi du plus fort et la loi de la maximisation du profit, qui est le modèle économique de base. Et cette économie circulaire, je vous rappelle, je termine par ça parce que j'ai déjà été trop long, sans doute. Vous connaissez certainement tous cette définition scientifique de l'écosystème naturel. C'est l'équilibre de prospérité réciproque. Si un prédateur bouffe toutes les proies de son environnement, il n'y a plus rien à bouffer, il crève, pas d'écosystème. Donc, un écosystème naturel, il est basé sur un équilibre de prospérité réciproque entre tous les organismes de cet écosystème. La mondialisation a tué cet équilibre de prospérité réciproque. L'économie circulaire peut nous permettre de retrouver cet équilibre de prospérité réciproque. C'est-à-dire qu'on n'est plus responsable que de sa propre économie, de sa propre entreprise, de sa propre rentabilité, mais on est responsable de la prospérité de l'ensemble de l'écosystème dans lequel on est partie prenante. Un écosystème, c'est chacun est solidaire des autres, parce que l'écosystème se casse la gueule sinon. Et donc, il y a une étude qui a été faite sur 10 000 jeunes dans l'Union européenne il n'y a pas très très longtemps. Il y en a la moitié qui pensent que la planète est foutue, qu'il n'y a plus d'espoir. Et vraiment, on a à se dire, ben non, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. À nous de le créer, ce monde différent. Au boulot, jeunes, vieux, moyens, tous, on a ce champ extraordinaire qui peut commencer par l'économie circulaire et qui peut évidemment déboucher sur plein d'autres choses. Il y a plein de choses à faire. Faut vraiment surtout pas qu'on se dise, oui, produire des sacs de caisses de supermarché en France, dans des usines françaises qui sont maintenant, la matière est française, elle est dans, c'est vos placards qui permettent de faire ces produits-là, c'est tissé en France, c'est confectionné en France, etc. Quel produit plus bateau, plus basique qu'un sac de caisse de supermarché? Et ben même ça, on est capable de le produire dans notre pays et de créer des emplois, d'économiser du carbone, enfin tout ce qu'on vient de se dire. Donc, plein d'espoir. Quelqu'un veut réagir ? Non ? Alors on prend effectivement, merci pour ce témoignage et ce partage sur le volet économie circulaire. Ça fait complètement lien avec la suite. Effectivement, tu as mis en avant le fait d'avoir des liens entre les personnes. C'est ce que disait Salé aussi ce matin. Comment est-ce qu'on fait pour créer des ponts au lieu de créer des murs ? Aujourd'hui, on essaye d'en créer en mettant en contact le monde académique, le monde économique. Vous avez chacun des expériences dans vos entreprises ou justement au sein de laboratoires ou autres, où justement vous êtes en contact à la fois avec le volet un peu académique, à la fois avec le volet économique. Emeline, toi, dans ton entreprise, voilà, comment est-ce que vous amenez ça ? Comment les échanges entre le monde académique et le monde de l'entreprise se font, et qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir ces échanges-là pour les enjeux sociaux et planétaires d'aujourd'hui ? Alors, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a parlé plus côté environnemental avec ce qu'a évoqué Eric. Mais nous, au niveau social, j'ai envie de dire que les relations qui sont entre le milieu académique et le milieu entrepreneuriales sont très très importantes, et on est beaucoup en contact, on le disait juste avant aussi, avec les professionnels du milieu de la santé, les médecins, et sans eux on ne pourrait pas asseoir une assise économique, scientifique qui justifierait et légitimerait aussi notre place dans le monde et dans l'écosystème économique très compétitif.
Donc aujourd'hui, par exemple, on travaille avec différents médecins. Je citerai par exemple une orthophoniste qui est spécialisée dans les troubles du spectre de l'autisme, avec un neuropsychologue du Vinatier, Hugo Prunier. Je citerai aussi par exemple pardon. Dans un de nos projets très très récents qui n'est pas encore sorti, Anne-Claude Julira van der Linden, qui est docteur en neurosciences, neuropsychologie, et qui aujourd'hui nous aide sur un projet qu'on est en train de mener avant même le début de sa publication, où on l'a consulté pour connaître la directive qu'on était censé donner à notre projet. En l'occurrence, là, c'était comment accompagner nos aînés sur leur santé mentale. Et donc, cette neuropsychologue a travaillé sur le vieillissement des personnes âgées et nous aide aujourd'hui pour nous apporter les outils académiques. Elle nous a notamment présenté un outil de l'Université du Massachusetts que peu de personnes connaissent et qui finalement sera très important pour notre projet à nous en interne. Ça s'appelle donc le Brain Care Score, l'outil. Et voilà, notre projet se base autour de ce Brain Care Score aujourd'hui. Et je pense que voilà, ces liens entre le milieu académique et le milieu de l'entreprise sont hyper importants à mettre en place. Et je finirai par citer aussi une association avec laquelle Benjamin, le directeur de Gore-Tex Media, travaille depuis plus de 15 ans. C'est hyper super. C'est une association qui a voulu sensibiliser au sujet du trouble TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Elle a été créée en 2002. À l'époque, le TDAH était un trouble qui était très peu connu. Encore aujourd'hui, il a besoin on a besoin de sensibiliser à ce trouble-là. Quand Benjamin a voulu se spécialiser, créer Gore-Tex Media et a rencontré Christine Gétin, qui est la directrice de Hyper Super TDAH France, Christine Gétin, lui, a appris comment lire des articles scientifiques, comment récupérer les bonnes informations, comment réussir à véhiculer les bonnes informations et lutter contre les fake news qui sont de plus en plus courantes avec les médias, avec Internet, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que un chiffre qui est très parlant, 74% des Français déclarent regarder d'abord les sites internet, les médias, avant de consulter un médecin pour tout ce qui est sujet de santé. Et donc du coup, souvent, s'ils trouvent une solution sur internet, ne vont pas aller voir un professionnel de santé. Et par ailleurs, 51% des informations qui circulent au sujet des vaccins sur Internet sont fausses. Donc là, par exemple, je citerai Trump qui parle du fait que le vaccin peut provoquer le trouble de l'autisme, comme le paracétamol, par exemple. Donc voilà, de l'infodémie à 100%. Et la nécessité de s'accompagner de scientifiques, de chercheurs pour véhiculer la meilleure information possible, certes la rendre accessible, mais surtout la bonne information à rendre accessible, c'est plus qu'important. Merci Guillaume, de ton côté, comment est-ce que tu fais pour que ces business models innovants puissent se diffuser petit à petit dans les entreprises et peut-être être testés et peut-être approuvés après dans les années suivantes? Merci. Moi, je mise tout sur le fait que les gens vont lire mes articles, même s'ils les lisent pas. Même s'ils les lisent pas, et je les comprends pourquoi, parce que ça donne pas vraiment toujours envie. Mais justement, ça, c'est une vraie question qui avait été abordée ce matin. Et alors, voilà, je pense que c'est important qu'effectivement, dans les articles scientifiques, ça garde le format d'un article scientifique. Et pour moi, c'est pas très grave si ce ne sont que des chercheurs qui nous lisons entre nous. Là où c'est plus dommage et plus grave, c'est le plaisir qu'il faudrait, ou en tout cas les collaborations qu'il faudrait avoir pour faire en sorte que ces supports-là qui sont effectivement difficilement accessibles et qui ne sont pas agréables à lire, il y a d'autres formats et qui sont faits exprès. The Conversation qui avait été cité, Harvard Business Review qui fait des articles beaucoup plus pratiques, beaucoup plus orientés, beaucoup plus focus.
Là, avec mes co-auteurs, on a eu la chance, par exemple, d'avoir une tribune dans les Échos suite à un article qu'on avait fait pour justement défendre un petit peu l'idée de dire que les pouvoirs publics devaient plus soutenir les nouveaux types de business models et soutenir les acteurs. Donc pour moi, ça passe par la diffusion, donc du coup faire en sorte que les articles soient diffusés, faire en sorte aussi, même si on ne se fait pas trop d'argent, mais les plateformes d'archives ouvertes pour faire en sorte, moi j'essaie de mettre tous mes articles en libre accès sur HAL ou sur ResearchGate ou pour faire en sorte que tout le monde puisse les lire. Le dernier article, on a eu la chance d'avoir le budget via la chaire pour pouvoir le faire en open access, donc c'est-à-dire que tout le monde peut le télécharger directement sur le site de la revue, du journal. Et après, vraiment, pour moi, le plus important, en tout cas nous, quand on est enseignant-chercheur, alors dans la communauté des sciences de gestion, vous pouvez le voir, même si on est ceux qui sont les plus à même de parler d'entreprise, sur les médias, on ne va jamais nous inviter, il y aura toujours un économiste qui sera là, même s'il ne connaît rien à l'entreprise, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment son objet d'étude, mais on va quand même inviter un économiste pour parler des entreprises. J'ai quasiment jamais vu, s'il y en a un ou deux qui passent de temps en temps. Mais par contre, on a les étudiants. Et pour moi, ça, c'est vraiment le plus important, de leur faire travailler des études de cas, de les sensibiliser, de les faire réfléchir. Alors, c'est pas toujours facile avec l'intelligence artificielle qui arrive, où on voit que c'est un peu compliqué de les faire réfléchir. Mais pour moi, c'est vraiment ce support-là, travailler en collaboration avec les managers, parce que sans eux, on ne peut pas faire de recherche. C'est l'objet d'études, et surtout les étudiants. Essayer de les sensibiliser, de travailler avec eux là-dessus. Et pour finir le tour, je crois, Eric, que vous avez fait comme Dinergy et GSE, vous avez pris aussi un étudiant en thèse CIFRE. Ça permet aussi de se faire rencontrer les deux mondes. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, dans l'entreprise ? L'idée, c'est que les entreprises, en particulier les PME, et en plus des PME industrielles, on est des très mauvais communicants, on ne sait pas faire, on n'a pas le temps d'écrire, de réfléchir, etc. On ne sait pas nécessairement bien formaliser. Et effectivement, tout ce que je vous ai partagé verbalement, c'est sans doute intéressant et important de pouvoir le rendre accessible, le crédibiliser aussi par une démarche scientifique. Tout ça, tout ce qu'on vient de se dire, c'est quoi ? C'est de se dire que notre civilisation, depuis le siècle des Lumières, où on a pensé que la rationalité était capable de tout expliquer et de tout maîtriser, d'où la révolution industrielle et tout ce qu'on est en train de vivre. Au Tissage de Charlieu, on aime à dire que notre conviction, c'est que l'entreprise peut et doit être un support d'épanouissement de l'être humain. C'est ça son premier métier. Et cet épanouissement, il parle par l'engagement, cet engagement qui va permettre le déploiement de la personne humaine dans toute sa richesse, et de ne pas proposer un job mais un chemin pour grandir. Ça, c'est notre rêve. On n'y arrive pas bien, mais en tout cas, c'est notre rêve. Et en chapeau de tout ça, c'est de se dire qu'une société... une société qui est fortement impactée évidemment par l'économie, et une économie dont la seule finalité est l'efficience financière, industrielle, marketing, etc. C'est pas une finalité. La finalité, c'est de servir l'être humain, bien sûr. Et que ça, ce switch-là, je termine juste par une phrase qu'on dit souvent au Tissage de Charlieu, c'est l'intelligence se nourrit de ce qu'elle reçoit et le cœur de ce qu'il donne. Notre engagement, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, c'est quand on se dit ça vaut la peine de se lever parce que ce que je vais faire, c'est utile, ça va faire du bien, ça va apporter quelque chose aux autres. Il n'y a que comme ça qu'on va vraiment avoir envie de se lever le matin. Et que j'ai l'impression que notre monde, il a envie de se lever le matin en se disant on va créer un modèle économique qui fait du bien. On ressent tout ça au fond de nous, et il faut juste qu'on se dise que même si ça paraît impossible, même si la structure économique du monde nous semble incompatible avec ça, on en parlait tout à l'heure en discutant, le pain, 1 kilo de pâte, ça lève avec 2 pincées de levain.
Donc on est juste des petites pincées et on est capable de faire lever un gros truc qui nous dépasse. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Une belle image pour terminer ces interventions. Je vais libérer Guillaume en te remerciant pour tes interventions et tes éclairages. Et on va pouvoir passer à la partie questions, s'il y en a dans l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Moi, j'ai une question pour M. Boel. Je suis allé voir votre site. Effectivement, c'est très bien fait. Mais je n'ai pas bien compris comment vous êtes venu à partir d'un type de métier quand même traditionnel, ancré sur le territoire, finalement, à cette idée de l'économie circulaire dans votre secteur d'activité. C'est une aspiration personnelle? C'est des partenaires? Personnelle et collective. On s'est engagé dans le développement durable en 2008. Une époque où tout le monde s'en foutait, enfin nos clients en tout cas nous disaient que c'était pas leur sujet. Et puis petit à petit, par conviction, hein, pas par opportunité, puisqu'il n'y avait pas d'opportunité. Et puis il y a plein de choses qui sont arrivées derrière. Donc on est entreprise à mission. Hein. La mission, je vous l'ai dit tout à l'heure, prouver qu'on est capable de produire en France des textiles accessibles au plus grand nombre, créatifs, décarbonés, circulaires, et qui contribuent à créer des emplois. Tout ça, finalement, c'est pas arrivé d'un coup, quoi. C'est arrivé petit à petit, une maturité d'entreprise, comme une maturité humaine. Une entreprise, c'est une communauté humaine. C'est notre communauté humaine d'entreprise qui a petit à petit fait ça. Et fait ça, c'est-à-dire qu'on a commencé à se dire, on va utiliser de la matière entrante chez nous, c'est du fil. Donc on s'est dit, pour faire notre boulot, pas que de citoyens responsables, mais aussi d'entreprises responsables, on va acheter de la matière biologique, recyclée ou fibres issues de l'agriculture française. Et puis on s'est engagé là-dedans, et puis il y a 15 ans. Et puis petit à petit, ça a pris forme, et puis après on s'est dit, maintenant on tisse en France, mais on arrive maintenant avec les robots à confectionner en France, avec des coefficients de productivité de 40 par rapport à quelqu'un sur une machine à coudre. Et puis on va aller plus loin. On n'a pas de coton dans notre pays. Si, on en a plein nos placards, du coton. Donc les champs de coton, ils sont dans nos placards, etc. Enfin bref. Et tout ça, ça a eu des vertus. C'est encore cette histoire du levain ou ce que vous voulez. Quand on appuie sur le bouton du cœur, tout ce qui se passe nous dépasse. En fait, on n'a rien prévu de ce qu'on est aujourd'hui. Ça s'est fait comme ça, au fil de l'eau. Ça a un effet d'entraînement et tout ça reste très fragile. Hein. On ne sait pas du tout si on arrivera dans ce monde qui est quand même hyper violent, surtout dans nos secteurs d'activité, mais on a l'impression que c'est en train de prendre forme, de prendre de la consistance, de prendre de l'ampleur. Ça nous dépasse. Hein. Et les chiffres que vous évoquiez tout à l'heure de réduction, qui sont vertigineux quand même. Hein. Vertigineux. L'avocat du diable, est-ce que la grosse machine, en fait, n'est pas radicalement opposée à ça? C'est-à-dire, en fait, ces chiffres sont tellement manifestes qu'en fait, il faut un déni assez fort pour ne pas les accepter. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a ce déni quand même dans des secteurs d'activité industrielle. On préfère faire gros, global, coûteux, plutôt que, disons, agile, circulaire. Non, vous ne trouvez pas? Il Je crois... il me semble... En l'occurrence, je vous ai donné des noms d'entreprises. On travaille avec beaucoup de très très grandes entreprises du textile. Beaucoup, on a l'impression, viennent parce que ça fait un peu gadget, c'est bien. Enfin, c'est pas gadget, mais bon, ça peint un peu en vert des trucs pas terribles. Mais ça réveille quelque chose. Ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est que l'encadrement
et c'est sûr que les actionnaires, surtout les boîtes cotées en bourse, que l'aspect financier, il est prépondérant. Mais derrière, sur des grosses boîtes, il y a une espèce de désir de faire bien, de désir d'avancer vers un modèle aujourd'hui contraint, vers lequel on ne peut pas aller parce qu'il y a trop de contraintes économiques, etc. Mais il y a un vrai désir. Et finalement, cette économie circulaire, elle arrive sans doute, peut-être aussi parce qu'il y a les éco-organismes, le principe du pollueur-payeur, enfin plein de trucs qui sont en train de se mettre en œuvre, qui vont permettre que ce désir non assouvi, et qui est un désir profond, sain, de se dire on veut faire une économie qui fait du bien, on ne peut pas continuer comme ça, même humainement, même dans l'être de chaque individu, à se lever le matin, et on l'a vu vraiment dans des grosses boîtes, on a demandé d'intervenir, des boîtes de textiles, avec des acheteurs qui nous disaient on a le sentiment que ce qu'on fait, c'est pas bien. C'est pas durable, même humainement, quoi. Oui, merci pour l'intervention. Oui, je me posais des questions en vous entendant. Alors, notamment, je trouve que les questions des tables rondes étaient très très bien posées à chaque fois, et du coup, j'avais toujours envie de prolonger aussi avec ça. On a beaucoup parlé du business model, mais c'était business model et management, et je me posais la question un peu dans du coup vos organisations aussi. Est-ce que finalement, ce changement de passer par exemple à l'économie circulaire, est-ce que ça a modifié quelque chose aussi dans le management, dans le rapport managérial dans l'entreprise? Ça m'intéresserait aussi de voir si finalement il y a un reflet ou un écho, quelque chose qui, en se changeant dans le business model, modifie quelque chose au niveau managérial. Ça, c'était ma première question. Et puis j'en avais une autre aussi. J'en ai deux autres petites, plutôt pour vous, Eric. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on vous les a prêtées, ces machines? C'est quoi votre interprétation? Merci de ça. Et puis un petit peu aussi... c'est-à-dire que vous parliez aussi de l'augmentation du prix, par exemple. C'est-à-dire que finalement, l'économie sociale et solidaire, elle fonctionne et elle peut être positive pour les acheteurs, comme les grands groupes dont vous parliez. Mais moi, ça me posait aussi la question du coup, de l'acheteur final, c'est-à-dire le client, et qui va du coup pouvoir acheter finalement un produit comme celui-ci qui double ou triple de volume. Et du coup... est-ce que du coup ça amène aussi un autre rapport, et est-ce que ça peut être excluant de certaines communautés ou certaines personnes qui pourraient pas acheter quelque chose qui augmente 3 fois de prix, par exemple? Voilà, je voulais avoir un petit peu vos avis là-dessus. Ok, je vais essayer d'être court. Le management. Évidemment que le management, il est impacté. Mais le management, vous voyez, on dit souvent des réunions, il faut trouver des trucs pour embarquer nos équipes. On ne pense pas ça, nous. Il faut qu'on se fasse embarquer par nos équipes. Depuis cette volonté d'aller vers le développement durable, ça crée une impulsion dans notre entreprise. On a des intra-entreprises, donc des gens qui ont des idées de business. Donc ça, la première a été créée il y a 15 ans. C'est l'étole, celle que je porte ici. L'autre, après, on a créé des sacs tissés en 3D, enfin bref, peu importe. Ces intra-entreprises, aujourd'hui, elles font 95% de notre business. Donc, c'est les salariés qui les ont fait. Donc, c'est une transformation managériale terrible. Terrible, merveilleuse. Les 3 points pour nous, pour que l'entreprise puisse être un support d'épanouissement de l'être humain, c'est l'engagement, on en a parlé, le tissons ensemble des jolis liens, notre économie par certains côtés, elle nous ligote, et donc on ne doit pas avoir un lien qui ligote, mais un lien qui nous relie les uns aux autres, évidemment, et quand on fait du bien, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur, notre système économique, il nourrit notre ventre. Mais vous pensez qu'il n'y a que ça à nourrir? On a besoin du souffle qui va nourrir notre âme. Et ça, c'est cette volonté de faire un système qui fait du bien. Et ça, managérialement,
C'est pas du management, parce que management, quelque part, c'est on va piloter les êtres humains pour qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça. Non, c'est que les êtres humains, ils se déploient. Et quand ils se déploient, ils n'ont plus besoin d'être managés. C'est eux qui managent d'ailleurs les intra-entreprises. Sophie qui s'occupe de l'étole. Et je vais lui dire, tiens Sophie, il faudrait faire ça. Elle me fout dehors. Elle me dit, dégagez, je sais mieux ce qu'il faut faire que vous. Et effectivement, bien mieux que moi. Et, enfin bref. Après, pourquoi il a fait ça ? C'est la même histoire. C'est ce souffle. On se dit, bien sûr, on a notre compte d'exploitation, on a ci, on a ça. Mais là, putain, on voit le ciel bleu, là. On se dit, putain, allez, j'y vais. Je vais essayer de les convaincre. Le CIO, là-bas, en Autriche, bon, il les a convaincus. Je sais pas ce qu'il leur a raconté, toujours est-il qu'il les a convaincus. Et puis, le dernier point, je vais vous lire un truc de dingue. On est à Lyon. Et vous allez... écoutez ce que disait un monsieur qui s'appelle Saint-Irénée il y a 1800 ans. Et vous allez voir si ça vous reconnaît pas des trucs là-dedans. Merde. Oh, zut. Pardon. Non. Bon, je ne le retrouve pas. Bref, il y a 2000 ans, il disait, est-ce que dans tous les produits qu'on consomme, est-ce que parfois, on ne va pas, en consommant ces produits, s'affranchir de l'idée que peut-être ce qui a prévalu à la fabrication de ces produits a créé de la souffrance humaine en les produisant. Évidemment que le jour j'ai vu sur Temu qu'il y avait des baskets à 1,50 €. Ben, bien sûr, je comprends bien qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des baskets à je sais pas combien, mais 1,50 €. Est-ce qu'on peut imaginer que les gens qui ont fabriqué ces baskets ont pu vivre dignement de leur travail? Est-ce qu'on respecte les gens qui ont fabriqué ça en donnant, elles sont venues par avion, etc., enfin, en donnant 1,50 €? C'est quoi, effectivement, la grande, sur la loi anti-shine, anti-fast fashion, et il y a plein de gens dans les interviews qui disent, bah ouais, mais tout le monde n'a pas les moyens de... Ok, un t-shirt, une robe chez Shine, c'est 5 €. Un t-shirt, c'est 1,50 €. C'est quoi le bon prix? 10 centimes? 5 centimes? Ce sera toujours trop cher. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se dire le travail d'un être humain, ça a une valeur? Après, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça, on doit garder ça, cette conscience-là. Vous savez, Rabelais disait, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais l'économie sans conscience n'est que ruine du vivant. C'est ce qu'on est en train de vivre. Il faut qu'on retrouve cette conscience. Je ne sais pas s'il nous reste un petit peu de temps. J'avais une question plus pour Emeline. Alors ma question elle n'est pas très claire, donc tu m'arrêtes si tu comprends rien. En fait, j'en avais beaucoup parlé avec Benjamin quand on avait travaillé ensemble dans une autre vie, ça remonte un petit peu maintenant. Mais dans le milieu dans lequel vous évoluez, il y a, enfin dans le social et surtout dans le handicap, c'est beaucoup pris par les associations et par les hôpitaux. Et du coup, ma question, pour revenir un peu business model, management, organiser le travail, on travaille dans une association, mais quelle est votre spécificité, vous, en tant qu'entreprise? Pourquoi, bon, c'est une très large question, mais pourquoi, quelle est la plus-value peut-être d'une entreprise dans ce milieu, et comment vous discutez, vous évoluez avec d'autres acteurs justement qui n'ont pas la même raison d'être que vous, et la manière d'organiser le travail qui est différente, surtout dans le milieu associatif. Voilà, ma question est un peu, enfin tu la prends comme tu veux, mais
Oui, merci pour la question. Du coup, je vais essayer de répondre. Je dirais que en fait, le fait d'avoir cette entreprise-là qui travaille avec plein de parties prenantes qui ont aussi plein de belles choses à proposer, c'est en fait comme disait juste avant Eric avec le levain, c'est d'apporter encore une graine supplémentaire de levain pour faire grossir encore plus le pain, de permettre de mettre en relation encore plus de personnes qui en fait jusqu'à présent ne l'étaient peut-être pas forcément. Et par exemple, je repensais à quelque chose quand Guillaume parlait juste avant son départ, c'est que dans le milieu médical, comme dans le milieu scientifique en général, c'est vrai que les articles de recherche ne sont pas forcément aussi bien diffusés qu'ils ne devraient l'être, parce que il y a besoin parfois de vulgarisation et qu'ils sont pas forcément accessibles. Je parle même pas là de mise en accessibilité en FALC, etc. Mais ils ont ce besoin d'être relayés après par les institutions, par les politiques publiques, etc. Enfin, pour accéder aux institutions publiques et être intégrés dans les politiques publiques. Et en l'occurrence, dans le milieu médical, on sait que pour qu'une réglementation ou une recommandation des hautes autorités de la santé soit prise en compte par les médecins eux-mêmes et voire appliquée, il faut attendre au moins 7 ans pour que la moitié des médecins la prennent en compte dans leur pratique. Et il faut attendre 20 ans pour que tous les médecins appliquent les recommandations de la haute autorité de la santé. Et donc, nous, là, en l'occurrence, chez Cortex Media, on ne va pas directement vers les politiques publiques pour leur demander d'appliquer les recommandations de la haute autorité de la santé, mais quelque part, on est là aussi pour relayer ce que les scientifiques disent, relayer les bonnes informations, toucher de la bonne manière. Notre objectif à nous, en tant qu'entreprise, c'est pas de devenir la plateforme, parce qu'en l'occurrence, là, nous, on a une plateforme qui diffuse des contenus accessibles moyennant un abonnement. Mais notre objectif, il n'est pas là de faire un business. À la fin, ce qu'on voudrait, c'est que, par exemple, Netflix, TF1, toutes les grosses entreprises qui aujourd'hui ne sont pas forcément accessibles le soient d'ici quelques années, et que les contenus qu'on diffuse aujourd'hui sur notre plateforme et qui sont payants parce que on a besoin, malheureusement, de faire payer pour pouvoir continuer à grossir, soient un jour diffusés gratuitement sur TF1, sur Netflix. Par exemple, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les diffuseurs et les annonceurs de publicité pour rendre accessible la publicité qui ne l'est pas encore aujourd'hui. C'est une recommandation, mais ce n'est pas une obligation, et finalement beaucoup d'annonceurs ne le font pas. Et il ne faut pas oublier que les personnes qui sont malvoyantes ou aveugles ont aussi besoin d'avoir accès à la publicité comme tout le monde. Donc voilà, c'est finalement le fait d'avoir créé cette entreprise-là. L'objectif, c'est de faire grossir encore plus les initiatives individuelles de chacun. Merci, je crois qu'il est temps de clôturer cette table ronde. Merci pour ces interventions. Gardons peut-être en tête cette belle image des pincées de levain qu'on peut être chacun, qui va permettre de faire grossir le pain et effectivement de diffuser au maximum en prenant en compte la diversité des profils qu'on a, comme vous le faites chez Cortex, en essayant de tester des nouveaux business models, comme on l'a vu avec Guillaume, pour pouvoir petit à petit résoudre les enjeux sociaux et planétaires qu'on a aujourd'hui. Merci.